Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition de 15h dont elles sont les titres. Au sommaire de l'actualité, remise d'équipements au comité de gestion communautaire. Autre titre, état d'urgence réinstauré après un attentat qui a fait 12 morts à Tunis. C'était les titres, merci à vous si vous nous rejoignez. L'UNFD en collaboration avec l'UNICEF ont procédé ce matin à une cérémonie de remise de kits bureautiques et en informatique destinés au comité de gestion communautaire basé à Djibouti et à Damerjoug. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme communautaire de promotion et de protection des droits humains, exécuté par l'UNFD avec l'appui technique financier de l'UNICEF, implanté dans 27 sites répartis dans la capitale et les 5 régions de l'intérieur. Ce programme, initié en 2008 sous le leadership du ministère de la Promotion de la Femme, avait mené jusqu'en 2013 une ONG testant depuis 2014 la responsabilité de l'exécution de ce programme a été confiée à l'UNFD. On prépare à cette cérémonie la secrétaire générale de l'UNFD par intérim Madame Fatouma Moussa, le représentant de l'UNICEF par intérim M. Morsef Molla, le président des communes de Boulos et Belbala, Saïda Yalé et Youssouf Nouhou, la coordinatrice des programmes de l'UNFD, Mme Rukia Ali, et le chargé de programme de protection de l'UNFD, Mme Fatima Omar. Des kits bureautiques et informatiques d'une valeur totale de 4 millions de nos francs seront fournis à une vingtaine de comités de gestion communautaire dans un mot de bienvenue prononcé à cette occasion. La coordinatrice de ce projet, Mme Rukia, a indiqué que c'est un grand plaisir que l'UNFD prend part à cette cérémonie de remise d'équipements destinée à renforcer la réalisation des commissions des comités de gestion dans le cadre du programme communautaire de promotion et de protection des droits humains. Les comités basés à Djibouti, à As et Damerjoug ont signé une convention de dons avec l'UNFD, se sont vus remettre au cours de cette cérémonie un lot comprenant des ordinateurs, des appareils de photos et du matériel bureautique. Rappelons que ce genre de programme communautaire de promotion de protection des droits humains Salam vise à promouvoir et à protéger les droits de l'enfant et des femmes. Toujours aux nouvelles nationales, dans le cadre du renforcement des capacités du personnel du MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont procédé cette semaine à 2 formations sur la gestion prévisionnelle des effectifs d'emploi et de compétences sur la gestion financière du MENFOP. Cette formation sera offerte à l'ensemble des techniciens au cadre du MENFOP en charge de la planification et de la gestion financière du système éducatif. Assuré par M. Georges André, expert international en ressources humaines, et Christian Hamouz, expert en gestion financière, ces formations s'inscrivent dans le cadre d'une série de formations destinées au haut cadre du MENFOP, financé par le projet d'appui aux capacités institutionnelles de gestion, d'éducation et de la formation. Elles ont pour objectif d'assister les cadres du MENFOP dans l'appropriation et l'important outil de gestion prévisionnelle appelé modèle de simulation des systèmes. Destiné aux responsables administratifs et financiers du MENFOP, cet outil permet de prévoir de manière triennale toutes les dépenses d'investissement et de fonctionnement du MENFOP. Les emplois et les compétences que l'institution aura besoin pour mener à bien sa mission dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, même jusqu'à 5 ans. Certainement, ça va améliorer la qualité du service offert par le ministère parce que la gestion prévisionnelle amène à ce que l'institution soit en phase avec son développement et l'évolution en termes de technologie, en termes scientifiques ou même en termes d'environnement. L'objectif de cette formation est d'assister les cadres du ministère de l'Éducation dans l'appropriation d'un outil puissant qu'on appelle le modèle de simulation du système éducatif. Cette formation regroupe plusieurs techniciens, des directeurs qui ont en charge la planification et la gestion du système éducatif djiboutien.
Alors cet outil permet de prévoir sur une période triennale et même au-delà toutes les dépenses d'investissement et de fonctionnement auxquelles le ministère de l'Éducation aura à faire face durant les 3 à 5 prochaines années. Et c'est un outil qui permet de ne plus naviguer à vue et de cerner tous les contours au niveau des dépenses de fonctionnement et d'investissement du système éducatif. Donc, une fois que la formation sera terminée, on va s'atteler maintenant à mettre à jour le cadre de dépenses à moyen terme du ministère pour justement déterminer les besoins de financement. Je vous emmène à Tadjoura. Cette fois, une cérémonie de distribution des kits a eu lieu à Sagalou. Cette cérémonie de distribution des kits d'irrigation goutte à goutte et du matériel agricole au profit des membres de la coopération agro-pastorale de Sagalou a été organisée à Sagalou. Cette distribution a été organisée par l'ONG PLA en partenariat avec le ministère de l'Agriculture sur un financement de l'Union européenne. La distribution a été mise en place par une session de formation aux techniques maraîchères destinées aux agriculteurs et propriétaires de périmètres agricoles sélectionnés dans chaque coopérative de Sagalou et Ouéa. Cette cérémonie de distribution de formation entre dans le cadre de la mise en œuvre d'activités de seconde phase du projet de renforcement des capacités ménagères et productives des coopératives agro-pastorales pour plus d'efficacité. La formation se déroulera sur un périmètre sélectionné à cet effet. Intégré, inclusif pour le secteur de Sagalou qui est, disons, comme vous le savez, très stratégique dans le domaine de l'agropastoralisme. Dans le cadre de la deuxième phase du projet de renforcement des capacités managériales et productives de coopératives agropastorales, mise en œuvre par l'ONG PLA en partenariat avec ACF et financée par l'Union européenne. Les équipements agricoles que vous allez recevoir aujourd'hui sont composés de 21 kits au réservoir, 21 kits de goutte à goutte, 14 réservoirs et 10 motopompes. Restant toujours dans la ville blanche où le comité de l'annexe de Tadjoura a fait don de date au CMH de Tadjoura dimanche dernier. La distribution de ce don s'est déroulée en présence du préfet adjoint du président du conseil régional, M. Hassan Hussein. Le médecin-chef n'a pas manqué de remercier le président de l'annexe, M. Ali Mohamed, pour ce geste noble qui apportera un soutien nutritionnel riche en vitamines aux malades. Le président de l'annexe, M. Ali Mohamed, a précisé que son comité pérennisera davantage ce genre d'action. Je remercie au nom du CMH de Tadjoura, le président du LPP de Tadjoura, pour avoir réalisé un acte qui permet d'apporter des nutriments aux patients tuberculeux. Et nous espérons que ce genre d'acte se renouvellera dans le futur. Cette distribution de dons s'inscrit dans le cadre de notre engagement vis-à-vis de notre population, où qu'il soit, surtout à l'égard des plus démunis. Le DAT étant par nature un élément énergétique, nous pensons qu'il constituera un complément au traitement dispensé aux malades. Nous comptons renouveler ce genre d'action chaque fois que le besoin se fera sentir. Et en ce qui fait la une de l'actualité internationale, on commence par le Tunisie, l'état d'urgence réinstauré après un attentat meurtrier contre la présidentielle. La suite dans ce commentaire. A visé mardi 24 novembre, en fin de journée, un bus de la sécurité présidentielle dans le centre-ville de Tunis, près de l'une des principales artères de la capitale tunisienne, faisant au moins 12 morts selon la présidence. L'explosion d'un bus de la garde présidentielle, avenue Mohamed V, a fait des morts et des blessés parmi les agents. C'est ce qu'a indiqué un responsable du ministère de l'Intérieur.
Le bilan provisoire officiel fait état de 12 morts et de 20 blessés, dont au moins un grièvement. De son côté, le porte-parole de la présidence, Moez Sinaou, a confirmé qu'il s'agissait bien d'un attentat. L'explosion est sans doute due à un attentat suicide commis à l'intérieur du véhicule, indiquant des sources proches de la présidence. Dans une allocution télévisée, le président Béji Qaed Essebsi, qui a annulé une visite d'État en Suisse, a annoncé que l'état d'urgence était réinstauré sur l'ensemble du territoire. Celui-ci avait été élevé début octobre, quelques 3 mois après l'attentat près de Sousse, qui avait fait, je vous rappelle, 38 morts. Le chef de l'État a également proclamé un couvre-feu sur le Grand Tunis à partir des 21h et jusqu'à demain matin à 5h. L'explosion s'est produite en fin d'après-midi près de l'avenue Mohamed V. Les ambulances ont afflué sur le lieu et les forces de sécurité ont rapidement bouclé le secteur. Le Premier ministre Habib Essid et le ministre de l'Intérieur Najem Al-Sali se sont rendus rapidement sur les lieux. La Tunisie avait déjà été la cible de 2 attaques terroristes particulièrement meurtrières cette année qui avaient visé le secteur touristique, l'un des piliers de l'économie nationale. Nous interrompons ce journal pour l'appel de la prière Al-Asr. Restez avec nous. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr. On continue toujours en nouvelle internationale. L'OTAN appelle Ankara et Moscou au calme sur fond de crise syrienne. L'armée turque a battu hier un chasseur bombardier russe, affirmant qu'il était entré dans l'espace aérien turc durant 17 secondes. Ankara ajoute avoir averti l'équipage russe à 10 reprises, impossible selon Moscou, qui dément avoir franchi la frontière et appelle que son appareil a été abattu en Syrie. La suite avec Mohamed Issa. L'armée turque a abattu hier un chasseur bombardier russe, affirmant qu'il était entré dans l'espace aérien turc durant 17 secondes. Ankara ajoute avoir averti l'équipage russe à 10 reprises, impossible selon Moscou, qui dément avoir franchi la frontière et rappelle que son appareil a été abattu en Syrie. 2 hélicoptères russes ont d'ailleurs été dépêchés sur place pour récupérer les 2 pilotes du chasseur bombardier, mais l'un d'entre eux a été abattu, sans doute par un groupe rebelle syrien. Réaction du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, je cite, « Nous sommes solidaires de notre allié, la Turquie, et nous soutenons son intégrité territoriale. J'espère vivement que d'autres contacts pourront avoir lieu entre Ankara et Moscou, et j'en appelle au calme et à la désescalade. » Le Kremlin a qualifié l'incident de coup de poignard dans le dos. Le ministère russe des Affaires étrangères a annulé un déplacement prévu aujourd'hui en Turquie. Cette crise diplomatique risque de compliquer les efforts en cours de la France pour former une coalition internationale contre Daesh avec la participation notamment de Moscou et Ankara. Environnement pour finir, mettre l'océan au cœur de la COP21. La plateforme Océan et Climat, qui regroupe des ONG et des chercheurs de la Commission océanographique de l'UNESCO, vient de lancer une pétition pour mobiliser les États en vue de la COP21 de Paris. Explication dans ce commentaire. La plateforme Océan et Climat, qui regroupe des ONG et des chercheurs de la Commission océanographique de l'UNESCO, vient de lancer une pétition pour mobiliser les États en vue de la COP21 de Paris. L'océan nous fait rêver. Il est à l'origine de toute la vie sur notre planète, celle de nos parents, de nos enfants. Il n'y a pas si longtemps, nous avons découvert que l'océan est notre poumon bleu, celui qui fabrique la moitié de notre oxygène, et c'est donc grâce à lui que nous respirons partout sur Terre, écrivent les auteurs de cet appel. Le niveau des océans monte d'environ 2,5 et 3 mm par an depuis 1993. Les raisons sont nombreuses, mais le réchauffement climatique semble jouer un rôle important. Ce réchauffement provoque la dilatation de l'eau, l'océan lui-même, et une fonte importante des glaces. Dans ces 2 causes, c'est la première qui joue un rôle prépondérant. En langage scientifique, c'est l'expansion thermique, chaleur dans les cas, chaleur donc dans ces cas, des océans qui est responsable de l'élévation du niveau de la mer. Un autre problème, et non de moindre, est l'acidification des océans sous l'effet de l'augmentation des émissions de CO2. L'impact est direct sur les écosystèmes marins et la disparition de coraux. Sur un autre plan, l'ONG Green Cross a rendu publique une déclaration intitulée « Déclaration de Paris »
pour alerter sur le danger qui pèse sur les mers, assorties des propositions parmi lesquelles considérer l'espace marin comme un espace foncier, instaurer une fiscalité verte, créer des filières de valorisation des déchets, un tout 18 propositions faites à la COP 21. Enfin, les enjeux économiques sont énormes. Selon le WWF, l'Organisation mondiale de la protection de la nature, la valeur économique du patrimoine océanique est estimée à 24 milliards de dollars. Ainsi, le produit marin brut, le BNP, se classerait, si on le compare aux pays parmi les 7 les plus riches dans le monde, juste après le Royaume-Uni et avant le Brésil. Des arguments pour convaincre les négociateurs d'un accord international sur le climat, espèrent les militants écologistes. L'appel est conclu par ces mots, je cite, « Et c'est parce que je ne comprends pas que l'océan ait été trop longtemps oublié que je souhaite me mobiliser aujourd'hui avec vous pour lui donner une voix lors de la conférence cruciale de la COP 21. » Fin des citations. L'addiction des océans sur l'effet de l'augmentation des émissions de CO2, l'impact direct sur l'écosystème marin, ce sera bien sûr discuté à la conférence de Paris le 30 novembre prochain. C'est tout pour ce journal. Bougez. Rebonjour, merci de nous rejoindre pour ce focus de cet après-midi avec nous, Nagat Fouad. Nagat, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce focus? Voilà, les 4 éléments habituels. Je commence d'abord par le national en parlant de votre sujet d'entrée. Dans le cadre de renforcement des capacités du personnel du MEMFOB, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a eu une très belle initiative et a procédé à une semaine de formation sur la gestion de prévisionnel des effectifs, des emplois, des compétences sur la gestion des financières du MEMFOB. Donc cette formation sera offerte par l'ensemble des techniciens et au cadre du MEMFOB en charge de la planification de la gestion financière du système éducatif. Donc assurée par M. Georges André, expert international en ressources humaines, et Christian Azom, expert en gestion financière. Et ces formations, bien sûr, s'inscrivent dans le cadre d'une série de formations destinées au cadre du MEMFOB financé par le projet d'appui aux capacités institutionnelles des gestions de l'éducation et de la formation. Donc elles ont pour objectif d'assister les cadres du MEMFOB dans l'appropriation d'un important outil de la gestion prévisionnelle appelé modèle de simulation du système éducatif. Donc destiné aux responsables spécialement administratifs et financiers du MEMFOB, cet outil permet de prévoir de manière triennale toutes les dépenses d'investissement et de fonctionnement du MEMFOB. Autre sujet? Voilà, et comme autre sujet, c'est un petit rappel sur le COP 21. En fait, la France organise dans sa capitale la conférence mondiale des parties de la Convention de cadre de l'ONU portant sur le changement climatique, Paris Climat 2015, appelé COP21 également, donc doit parvenir à un accord de l'environnement visant à limiter le réchauffement climatique. Elle se tient du 30 novembre jusqu'au 11 décembre 2015. Donc Laurent Fabius a tenu à confirmer que malgré les attentats qui ont eu lieu en France le 13 novembre 2015, la conférence aura bien lieu à Paris à partir du 30 novembre. Donc même si le sommet climatique ne se déroulera pas dans le même contexte, les conditions initialement prévues, il est impératif de ne pas annuler ou reporter cet événement capital. Donc notre président, je tiens à le rappeler, notre président va également participer à ce conférence. Donc, comment accueillir plus de 40 000 participants au budget, les transporteurs, les nourrir, les héberger et tenir leur sécurité. Donc, tout le respect de l'environnement, la conférence du Paris sur le climat est un défi logistique et également écologique, donc de sécurité aussi, avec la présence d'au moins de 80 chefs d'État ou de gouvernement le 30 novembre prochain. Donc l'ouverture de cette réunion est cruciale pour l'avenir de la planète. Dans la page sport, Fardous,
Éliminé de la Coupe d'Europe après sa défaite concédée au bout de temps auditionnel face aux Gautoises 2-1. Mardi soir à Gerland, l'Olympique lyonnais n'avait jamais connu un bilan aussi pauvre en phase de groupe de la C1. Voici à peu près le statistique, Fardous, pour expliquer leur défaite. Donc 0 victoire à domicile. Les Lyonnais n'avaient jamais perdu autant de matchs en saison 1. Donc cette rencontre face aux Gautoises devait refermer de la plus belle des manières glorieuses chapitre de Germont en Coupe d'Europe. Donc ils n'ont finalement rien été. Il n'en a rien été. Le but de Khalifa dans les arrêts de jeu a condamné les Olympiques lyonnais à concéder sa 3e défaite à domicile dans cette édition 2015-2016. Donc un seul but marqué à domicile. Lyon n'a marqué qu'un seul but depuis le début de cette saison. Avant le coup d'envoi de sa rencontre face aux champions en Belgique, les Olympiques lyonnais n'avaient marqué aucun but à domicile dans cette phase de groupe qui demeurait la dernière équipe du plateau et n'en avoir rien fait. Et pour terminer avec l'insolite, une petite fille a vu le jour mercredi, aujourd'hui, ce matin, à bord d'un avion d'Air France qui assurait la liaison de N'Djamena à Paris avec un médecin accoucheur improvisé. L'ancien ministre Philippe Dostbladi a-t-on appris auprès de la direction de la compagnie. Donc la maman et le bébé se portent bien. La petite fille est née au-dessus de l'Algérie environ 2 heures avant l'arrivée du vol AF 559, peu après 10 heures Paris-Roissy Charles de Gaulle, selon la même source. Donc la maman a été assistée par une sage-femme et un médecin qui se trouvaient à bord. Le médecin n'est autre que l'ancien ministre UMP Philippe Dostbladi, cardiologue de formation et actuellement l'un des secrétaires généraux adjoints des Nations Unies qui se rendait à une conférence mondiale sur la santé. Merci Neguette pour ce focus, à savoir quelle nationalité prendra l'enfant, soit algérien parce que c'est au-dessus de l'espace algérien ou bien français parce que l'appareil est un avion d'Air France. Voilà. C'est tout pour ce focus, merci à vous qui me suivez, prochain rendez-vous de l'information 22h.